Bon, la partie maintenant où je fais un peu toujours sourire un peu mes gens en salle, on est rendu habituellement vers la fin de l'avant-midi, au pire début de l'après-midi. On a vu plein de choses et maintenant j'arrive dans ce que j'appelle mes lettres grecques. L'objectif est de simplifier tout ce discours de la théorie moderne de portefeuille, l'expliquer, mais sans trop non plus prendre ça trop au sérieux, s'amuser un peu tes principes, mais en même bon, c'est ça, rester simple en s'amusant, en ayant du plaisir à comprendre et toutes ces sortes de choses. On va regarder ça ensemble. Alors, le premier que je vous présente, c'est le bêta. Le bêta, c'est une façon de mesurer le risque, mais c'est pas toujours, comme je dirais donc, c'est une façon relative. Tantôt, autant que je pouvais dire que j'aimais l'écart type qui me montrait, mettons, comme il disait, il fait 22. Hein, on pourrait dire, mettons, il fait 22, il fait 18. Bon, c'est un chiffre, 22, c'est un chiffre qui est absolu, la température. Le bêta, ça serait, ben, pour le mois de juillet, au Québec, il fait chaud. Donc, c'est une température qui serait relative. Donc, mettons qu'il fait 32 au Québec, alors qu'on est habitué à 25, c'est chaud. Si j'étais, je sais pas, en Afrique ou quelque part, on disait ben, 32, c'est frais, habituellement, il fait 45. Donc, c'est plus relatif. Le bêta, c'est sur une base de 1. Et on compare le fonds à un indice de référence et on mesure la volatilité du fonds et on regarde par rapport à l'indice. Quand le fonds est aussi volatile que l'indice, on va dire que c'est un bêta de 1, donc il n'est pas plus, pas moins volatile que son indice. S'il y a un bêta de 1,5 par exemple, il est plus volatile que son indice. Puis s'il y a un bêta en bas de 1, de 0,5 ou de 0,8, on va dire qu'il est moins volatile. Vous allez dire à quoi est-ce que ça me sert de savoir ça? Le bêta tout seul, je vous dirais sincèrement, est plus ou moins utile. L'écart type est bon, mais ça me donne une idée si je vais avoir un fonds qui est plus défensif ou un fonds offensif. Je vais vous donner un exemple très concret. Un fonds d'actions canadiennes pur, c'est de quoi de très simple. Je veux un fonds dans les actions canadiennes, mais si je me dis, bon, j'ai un fonds style croissance, ben, si je veux un fonds qui va avoir, mettons, du style croissance, puis que je veux pas que ce soit volatile, mais bon, si le fonds a un bêta de 1,2, 1,4, ça veut dire que le fonds a des chances de monter plus quand ça monte, baisser plus quand ça baisse, mais monter plus quand ça monte. Ça peut être un fonds que je vais vouloir avoir si je veux me diversifier vers quelque chose qui est plus risqué, plus volatile, mais qui me donne des meilleurs rendements. Puis si le fonds, je veux un fonds blue chip, un fonds défensif, il va avoir un bêta de 0,8. Où est-ce que tout ça prend vraiment du sens? C'est avec le alpha, parce que le alpha est calculé grâce au bêta, et le alpha, lui, c'est la valeur ajoutée du gestionnaire. Donc, c'est bien beau de dire que son fonds, exemple, il est moins volatile, mais s'il y a moins de rendement, qu'est-ce que ça donne? Donc, puis je prends souvent l'exemple, un joueur de hockey ou un joueur de sport, puis on va dire qu'il a compté un but cette année. Alors, il y avait un exemple d'un joueur de Canadien de Montréal que je ne reprendrai pas, parce que ça fait déjà quelques années, mais disons un joueur de hockey qui est payé 1 ou 2 millions par année, ça nous paraît beaucoup, mais dans le hockey, 1 ou 2 millions par année, c'est pas un gros salaire. On va dire que le joueur compte 2, 3 buts, 4 buts par année. Bon, ben c'est ce qu'on s'attend d'un joueur qu'on ne paye pas trop cher. Mais si j'arrive avec un gros contrat, un Piqué Souban, ou ben non, un gros joueur de hockey, qui je lui donne un contrat de 7, 8, 10 millions par année, puis qui compte un but, ben son alpha est pas bon parce que j'ai payé le gros prix, j'ai mis le gros montant d'argent sur la table et puis il m'en donne pas pour mon argent. Donc le alpha, c'est un signe qui est habituellement, on va vouloir que l'alpha soit positif et ça va vouloir dire que le gestionnaire m'a donné un meilleur rendement que j'espérais par rapport au risque qu'il m'a pris. C'est très difficile d'avoir les alphas positifs parce que les gestionnaires, on regarde le rendement net, net, net des frais. Et souvent, il y a des fonds. Le gestionnaire va faire un pas mauvais rendement, va donner peut-être un rendement meilleur que le marché, peut-être de 1 ou 2 mais le frais de gestion va venir annuler son effort et on va arriver souvent avec un alpha qui va être plus négatif. Donc, encore une fois, c'est un jeu de comparaison, c'est un jeu de regarder mais l'alpha de ce fonds-là, est-ce qui est meilleur que l'alpha de cet autre fonds. Pas il faut le prendre avec un grain de sel, parce qu'on ne parle pas de ça en entrevue, de toute façon. Là. Mais je voulais au moins que vous sachiez c'était quoi ces éléments-là. On continue dans les noms ou les choses un petit peu plus compliquées. Le ratio de charge, donc le bêta, le risque par rapport au marché. Le alpha, est-ce que le fonds me donne est-ce que le gestionnaire me donne une valeur supplémentaire? Le ratio de Sharpe, bien celui-là, il faut le savoir aussi parce qu'on en parle un petit peu plus. C'est un monsieur William Sharpe et il a gagné un prix Nobel en 1990 grâce à sa théorie, à ce ratio-là. Et c'est un vrai beau rapport qualité-prix.
Alors lui, on le voit, vous le voyez à l'écran présentement, c'est le rapport qualité-prix. Ce qu'on regarde, puis ça a bien du bon sens, puis lui, il est encore peut-être plus simple à expliquer. On regarde le rendement que le fonds a fait, par exemple, sur 3 ans ou sur 5 ans, et on compare le rendement de ce fonds-là au bon du Trésor. Parce que William Sharp, ce qu'il dit, il dit quand on prend du risque, c'est parce qu'on veut faire mieux que les bons du Trésor, les bons du Trésor, c'est le gouvernement du Canada, c'est un rendement à court terme. Et quand on veut faire plus que du rendement sécuritaire à court terme, la seule raison, c'est qu'on veut faire mieux comme rendement. Donc, il dit, est-ce que tu as fait... Donc, la ligne d'en haut, c'est le rendement du fonds. Fait qu'en partant sur un ratio de Sharpe qui serait négatif, on a un problème parce qu'on aurait moins fait bien que les bons du Trésor. Donc, un ratio de Sharpe, ça doit être positif, c'est simple. Et est-ce que tu as fait mieux que les bons du Trésor? Si le bon du Trésor est à 1 ou 2 tu as fait 4 ou 5 en partant, on est en business. Maintenant, il dit, pour faire ce rendement positif-là, tu as payé un prix. Le prix qu'on a payé, c'est le risque qu'on a pris. Et le risque, on l'a pris avec l'écart type, c'est-à-dire la variabilité du rendement. Puis vous avez compris un petit peu qu'on a vu, c'est que je peux avoir des écarts types qui sont de 3 comme dans les cas des fonds de revenus fixes, puis je peux avoir des écarts types de 8, 9, 10, 12 Fait que plus que l'écart type est élevé, bien, si vous faites la division, bien, plus votre ratio de Sharpe va être faible. Je prends l'exemple d'un fonds qui aurait un rendement on va dire de 6 Le bon du Trésor aurait un rendement de 2. J'aurais fait comme 4 plus 4. Puis l'écart type aurait été comme un écart type de fonds d'obligation de 4. Donc 4 sur 4, hein, le 4 du supplémentaire sur 4 d'écart type, ça me donnerait un ratio de Sharpe de 1. Donc du 1 pour 1. J'aurais fait 1 de rendement pour 1 de risque. Puis c'est le fond, c'est un bon ratio, c'est un très très bon ratio. Donc, on va aller faire un tour aussi, regarder un qu'on entend parler un petit peu plus ces temps-ci aussi. Excusez, un petit chat dans la gorge. C'est le Sortino. Et le Sortino, c'est une variation de Sharpe. On joue juste encore une fois avec des variations. La ligne du haut, c'est la même. C'est-à-dire qu'on va vouloir un ratio de Sortino qui va être positif. Donc, le rendement du fonds moins les bons du Trésor. Sauf qu'on va regarder plus l'écart type. Mais parce que l'écart type, ils se disent, OK, mais si le fonds fait du 10, à un moment donné, il fait un 20 où il y a un écart type, une variation, mais vers le haut, ça, c'est pas un risque qui nous fait mal. C'est pas un risque qu'on n'aime pas, c'est un risque qu'on aime. Pourquoi mesurer un écart type, la variation, pourquoi mesurer un écart type quand c'est positif? On va plutôt mesurer les écarts types quand c'est de la volatilité négative. Quand le portefeuille fait un rendement négatif, je veux mesurer cet écart type-là. Fait que Sortino va me donner des ratios sur l'écart type de la volatilité négative du portefeuille. Donc, si un portefeuille a une grande volatilité négative, bien, mon ratio de Fortino va être plus faible, puis à ce moment-là, ça va être moins bon. On va regarder dans le pointu, puis on va aller regarder nos fonds ensemble avec ces différents ratios-là. Alors ici, vous avez toute une série de colonnes. Je suis encore une fois retourné du côté de Laboratoire Advisor. Ce n'est pas quelque chose qu'on va retrouver facilement dans les sites qui sont gratuits. On ne le retrouvera même pas du tout. En passant, juste une petite anecdote sur ce genre de choses-là. Comme je vous dis, je vous suggère, mais vraiment pas, d'utiliser ça en entrevue. Ça, c'est le premier conseil. Mais je vous raconte 2 minutes une histoire qui m'est arrivée avec une élève il y a quelques années. À un moment donné, puis je parlais de ça. C'est toujours des choses que j'ai parlé dans les 15 dernières, 20 dernières années. Et puis, je toujours donné le même conseil de ne pas amener ça en entrevue. Mais à un moment donné, cette personne-là travaillait dans une institution financière. Puis elle était relativement jeune, peut-être de fin vingtaine, début trentaine. Et puis, elle avait son titre de planificateur financier, mais par son baby face, puis le fait des cheveux blonds, puis tout, elle était malheureusement, à cause du stéréotype, n'était pas prise au sérieux par des clients un peu plus âgés, puis ainsi de suite. Puis elle était toujours en train d'être challengée. Il n'y avait rien de désagréable au niveau, mais elle était toujours un peu comme challengée, puis toujours en train d'être testée, on pourrait dire, par un de ses clients particuliers qui avait beaucoup, beaucoup d'argent, qui était très influent. Puis, à un moment donné, elle suit le cours, puis elle décide d'aller contre mes conseils, puis elle utilise toutes ces choses-là, puis elle fait l'analyse du portefeuille de cette personne-là avec les différents éléments que vous voyez là, puis elle explique quand même aux clients les différents éléments de théorie moderne de portefeuille, ces différents fonds, avec les écarts types, les alphas, ces choses-là. Puis, au bout de 5 minutes, la personne, le monsieur en question, il fait « Hey, arrête. » Il dit « Ok, c'est correct. » Il dit « Regarde, t'en sais plus que moi. » Il dit, je me rends compte que tu es rendu, que tu en sais vraiment plus que moi. Fait que, est-ce qu'elle m'a dit, parce que je l'ai rencontré par la suite, elle a dit, depuis ce temps-là, il me mange dans la main.
On peut sourire. Donc, qu'est-ce que ça a fait dans son cas à elle, dans cette circonstance-là? C'est que le fait d'avoir apporté ces éléments-là dans l'entrevue, ça l'a établi une espèce de niveau de confort, de niveau de confiance, et l'autre personne l'a pris au sérieux. Fait que ça peut être un outil qu'au lieu de dire qu'on connaît ça, en l'incluant ce genre de choses-là dans la conversation, il faut être à l'aise, ça peut venir un peu établir une espèce de rapport de force. Il faut faire attention, il faut vraiment être à l'aise. C'est une technique que j'ai déjà utilisée dans le passé quand on a affaire des fois avec des types un peu plus ingénieurs, un peu plus analytiques ou qui en veulent en avoir plus, bien c'est on veut créer un climat de confiance, il faut s'assurer d'être à l'aise, il faut s'assurer que ce qu'on écrit, ce qu'on dit, ce qu'on montre, ça a du sens bien sûr, mais ça peut être un outil. Cela dit, je ne vous le conseille pas dans 98 ou 99% des cas. OK, on fonce. Alors, on y va. On va dans... alors, j'ai mis ici tous vos fonds et tous les colonnes. On n'ira pas les faire chacun. Vous pourrez le mettre sur pause puis regarder. Alors, je les ai classés, je pense, c'est par ratio de Sharpe 5 ans, parce que je ne peux pas les classer par toutes les colonnes, bien évidemment. Donc, le ratio de Sharpe, c'est celui-là, je vous dirais, dans tous ceux-là. Je l'aime beaucoup parce que c'est d'une simplicité. Encore une fois, toujours vous dire la même chose, c'est que tous ces éléments-là, c'est toujours basé sur le passé, c'est toujours les rendements passés, que ce soit les rendements des risques, des étoiles. C'est très difficile de dire, est-ce que ça va être réappliqué dans le futur? Bon, mais c'est tout ce qu'on a. Tu sais, je vous le dis comme ça, mais encore une fois, c'est tout ce qu'on a. Puis ce qu'on se rend compte avec le temps, c'est qu'effectivement, sans dire que ça prédit, il y a des familles, il y a des fonds et des familles de fonds qui se comportent mieux à long terme que d'autres. Et sans prédire de façon parfaite, c'est pas vrai que quand tu es toujours dans la cave, tu fais toujours dur, que tu vas t'en ressortir et tu vas devenir magnifique. C'est pas vrai. Fait que c'est à prendre avec ce que c'est là comme espèce d'endroit. Donc, le ratio de Sharpe, on va aller dans le milieu de 5 ans. Fidélité, grande cap. Donc, très, très bon par rapport à sa volatilité. Le rendement qu'il a donné par rapport à sa volatilité, j'étais à 1,48. Ce qu'il faut regarder en haut, c'est toujours plaisant. Il y a des statistiques qui sont quand même qu'on voit pour le S&P 500 et le TSX 60. C'est qu'en partant, juste l'indice de la bourse, sans gestionnaire, sans rien, sur le 5 ans, est à 1,03. Donc, le fidélité grande cap canadien à 1,48 me donne un pas mal meilleur ratio de Sharpe que la bourse. J'apprécie ça. Le Sentry revenu canadien à 1,42 me donne un meilleur que le S&P TSX 60. J'apprécie ça. Le CI Signature Revenu et Croissance, qui est un fonds, on le dit, mondial équilibré. Je regarde, je suis à 1,27, donc je suis encore mieux que le TSX. Je suis moins bon que le S&P 500. Par contre, le S&P 500 me donne un extraordinaire ratio de 1 point sur le 15, 74 pour un indice. C'est assez solide, là. Alors, on continue. Puis là, on peut le faire tout le même rapport. Et c'est sûr que là, on ne peut pas comparer le McKinsey et ou le AGF revenu me donne un plus faible ratio de Sharpe parce que les rendements des fonds revenus fixes des derniers 5 ans ont été beaucoup plus faibles. Le risque était quand même là, mais au moins, ce n'est pas un rendement négatif. Le 3 ans, c'est moins bon. Alors, on voit très bien, et on se souvient, on l'avait vu ailleurs aussi, le 3 ans du McKinsey ou du AGF revenu fixe est négatif. Donc, les gens ne sont pas contents d'avoir ces fonds-là parce qu'il y a un rendement moins bon qu'un CPG, même s'il n'y a pas eu beaucoup de risques. Et on voit l'écart type qui est là. Après ça, si je vais sur le Sortino, on a des choses qui sont quand même semblables. Les meilleurs au niveau du Sortino, voyez-vous, sur le 5 ans, alors ça serait le haut, même à ça, voyez-vous, regarde, le fidélité grande cap est à 3,35, donc c'est un meilleur rendement pas mal au niveau du négatif, donc sa volatilité négative est plus faible, puis il y a un rendement positif global plus fort. Et encore une fois, je compare à l'indice, là, j'étais à 1 sur le 15. Donc, les indices ont des rendements positifs. Même le S&P 500, regardez le Sortino 5 ans du S&P 500, j'étais à 3,73. Donc, il n'y a même pas un fonds, il n'y a aucun des fonds qui fait mieux que le S&P 500. Donc, les chiffres ont été très positifs au cours des dernières années. En 2018, puis le marché augmente depuis presque 8 ans, 9 ans. Donc, on a des chiffres qui sont très positifs. Après ça, les alphas, comme je vous disais, l'alpha 5 ans, la fidélité grande cap, vraiment, par rapport à sa volatilité, son rendement, mais n'oubliez pas que là, ici, je vous en ai parlé par rapport au TSX 60, mais vous vous souvenez comment j'ai réagi quand j'ai vu que le genre d'indice auquel on le comparait, on ne le compare pas à l'indice TSX. Donc, ça, il faut le prendre avec je le prends, disons, avec des pincettes, et c'est pour ça qu'on a un alpha de 6,5, ce que j'ai à peu près jamais vu. Des alphas comme ceux-là, c'est hors de ce monde. Et 4,48, c'est pas des choses que je suis habitué de voir. Et pour moi, ben, c'est à cause de l'indice que c'est pas le vrai indice.
c'est ça. Mais là, il faut regarder le comparatif. Le comparatif, toutes choses égales, dans la même médiane, même moyenne, mêmes indices, mais il fait un meilleur job que Sentry. Et on continue, et tous les fonds, voyez-vous, les bêtas, c'est tous des fonds très défensifs, parce que les bêtas, tous ces fonds-là, ce sont des bêtas qui sont tous en bas de 1 pas mal, donc des fonds plus défensifs. Et par le choix des différents indices, on voit que les R carrés sont très faibles parce que c'est des fonds qui se comportent très peu, très pas comme les indices. Donc, ça fait beaucoup de choses à dire, à analyser. Dans un cadre comme aujourd'hui, ce que je voulais, c'est juste vous donner une vue d'ensemble. Les étoiles Morningstar vont aider à survoler ces choses-là parce que c'est un risque rendement super rapide, super efficace. Le graphique qui va vous donner la meilleure vue d'ensemble, une fois qu'on a fait le tour des détails, ça va être bien sûr les graphiques cumulatifs. Donc, il y a plusieurs moyens de se rendre au même endroit. Plusieurs, un peu comme une montagne. Dans le fond, une montagne, on peut la monter par plusieurs côtés. Il ne faut pas se laisser trop prendre par la technique de tout ça. Et à la fin, il faut toujours se souvenir que même si on fait l'analyse la meilleure qu'on peut, ce qu'on veut faire, c'est éviter la catastrophe, donc les fonds qui performent vraiment, vraiment pas bien, faire au mieux pour choisir. Puis dans le discours, quand on est avec, parce qu'on s'en vient dans la section conseil, ce que j'ai toujours dit, moi, c'est qu'on veut éviter, on veut être capable de annuler la partie discussion de rendement avec notre client. Autrement dit, être capable de dire à notre client, tu sais quoi, chez nous, tu vas avoir des bons rendements, aussi bons qu'ailleurs. J'essaie, tant que possible, peu importe avec quelle institution que je travaille, quel conseiller que je travaille, essayer d'arriver avec une neutralité au niveau du rendement qu'on va donner. Parce qu'essayer de gagner par le rendement, on va perdre par le rendement, puis le client va toujours être à la recherche du rendement. Puis c'est pas toujours évident de donner toujours à tous les 3 mois, tous les 6 mois, tous les années, le meilleur rendement que tout le monde. Ce qu'on veut, c'est d'avoir un niveau de confiance, de nous autres avoir confiance dans les produits qu'on vend, et que notre client ait confiance dans ce qu'on lui a recommandé et qu'on se tienne dans la bonne moyenne du marché. Si je parle en termes d'étoiles, Morningstar va être au moins dans du 3 étoiles. Quand on a du 4, 5, bien, comme c'est super. Si on a une coupe de fond 2 de temps en temps, ça fait partie de la game. Mais se tenir dans la bonne moyenne et non pas se traîner, être complètement dans le fond de la classe. Puis toujours, j'ai déjà vu un conseiller qui me dit, moi, je fais juste vendre du fond 5 étoiles. Qu'est-ce que, proche de dire, qu'est-ce que tu fais quand le fonds n'est plus 5 étoiles? Est-ce que tu vends tout le temps tes fonds qui sont plus 5 étoiles puis t'achètes? Ça devient difficile. Donc, c'est à vous, à un moment donné, de voir dans tout ça quels sont les critères principaux. Moi, je vous ai avancé un peu les miens. Les ratios de frais de gestion sont importants. Les rendements à long terme, d'avoir au moins du 5 ans, pour moi, c'est important. Les étoiles dans une moyenne mesure, mais c'est sûr que je vais être le plus à l'aise avec un fonds qui va maintenir de façon régulière un 3 étoiles et plus, mais je ne fondrai pas en larmes si jamais il tombe pendant quelques temps dans du 2. On a vu Fidélité qui se tenait moins bien pendant un certain temps que les autres, mais je vais aimer savoir c'est quoi, comprendre puis connaître ce que je vends pour pas changer de bord à tous les 3 mois, tous les 6 mois. Et puis, après ça, on garde, on ne change pas de recommandation de fonds tous les 3 mois. Là. Fait que c'est un petit peu ça. Fait que ça vient de terminer la première partie d'analyse. On continue après ça pour la partie sur les conseils.